Et si une simple photographie, prise dans un café ordinaire, cachait un secret si lourd qu'il coûterait une vie quelques heures plus tard? Mars 1952, à Marseille. Une jeune serveuse, un appareil photo, et une vieille dame vêtue de noir qui semblait venir de nulle part. Ce jour-là, personne ne savait que cette femme portait un nom que la France entière avait appris à craindre. Mais des décennies plus tard, quand cette photo réapparut dans un vieux magazine, une vérité inimaginable refit surface. Restez avec moi, car aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatisée, inspirée de notre réalité. Une histoire de bonté, de honte et de rédemption. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. C'est important, car ici, chaque histoire que nous partageons parle un peu de nous tous. Ces récits dramatisés nous rappellent que derrière chaque visage, il y a une histoire que le monde a peut-être oubliée. Cette photographie a été prise le 14 mars 1952 dans un café de Marseille. On y voit une serveuse souriante, entourée de ses collègues et d'une vieille dame vêtue de noir. Ce que personne ne savait ce jour-là, c'est que cette femme âgée portait un secret si lourd qu'il l'avait forcée à changer de nom et à fuir la Corse pour mourir anonyme dans une ville qui ne la connaissait pas. Un secret qui coûterait sa vie quelques heures après le flash de l'appareil photo. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi cette serveuse a pleuré en silence pendant 30 ans, chaque fois qu'elle regardait cette image. C'était un mardi matin de février 1952. Le port de Marseille sentait le poisson, le sel et le diesel. Dans la rue d'Aubagne, au cœur du quartier portuaire où les archives municipales recensaient de plus de 40 brasseries ouvertes 6 jours sur 7, le café du Midi accueillait sa clientèle habituelle. Des dockers aux mains calleuses, des marins qui parlaient fort, des hommes qui buvaient leur café debout avant de reprendre le travail. Claire Morel avait 26 ans et servait des cafés depuis qu'elle en avait 14. 12 ans à porter des plateaux. 12 ans à sourire même quand ses pieds la faisaient en souffrir. Les registres commerciaux de l'époque montraient que les serveuses comme elle gagnaient 15 000 francs anciens par mois, un salaire qui suffisait à peine à payer le loyer d'un appartement sans chauffage et les médicaments d'une mère mourante. Ce matin-là, Claire essuyait les tables en chantonnant une chanson que sa mère lui avait apprise dans un moment de lucidité. Elle sentait l'odeur de friture collée à ses cheveux et à son uniforme. Autour d'elle, ses collègues riaient en parlant de leurs amoureux. Claire ne riait pas. Elle n'avait jamais embrassé personne avec passion. Les hommes du port la voyaient comme une sainte, jamais comme une femme. Cette pensée la faisait parfois pleurer la nuit, dans le petit appartement où sa mère toussait du sang dans son sommeil. C'est alors que la porte s'est ouverte. Une vieille dame est entrée, lentement, comme si chaque pas lui demandait un effort immense. Elle portait une robe noire usée, mais propre, des gants qui avaient connu des jours meilleurs, et un foulard de soie, qui semblait être la seule chose de valeur qu'elle possédait encore. Les rapports sociaux de l'époque décrivaient ces femmes âgées qui vivaient seules dans des chambres louées, mangeant peu, parlant moins, comme si elles avaient décidé de disparaître petit à petit. La dame s'est assise près de la fenêtre. Claire s'est approchée avec son sourire habituel, celui qu'elle avait perfectionné en 12 ans de service. Un café faible, sans sucre s'il vous plaît. La voix était basse, presque un murmure. Claire a remarqué les mains tremblantes, le regard qui ne croisait jamais le sien directement, comme si cette femme avait peur d'être reconnue. Pendant les semaines suivantes, la vieille dame est revenue tous les jours, toujours à la même heure, toujours le même café, toujours assise près de la fenêtre, observant la rue avec une expression que Claire ne parvenait pas à déchiffrer. De la tristesse, certainement, mais aussi quelque chose d'autre. De la culpabilité peut-être, ou du regret. Claire a commencé à lui parler. Des banalités d'abord. Le temps qu'il fait. Les nouvelles du quartier. Puis des choses plus personnelles. La dame écoutait avec attention, hochant la tête, souriant parfois timidement. Elle ne parlait presque jamais d'elle-même. Quand Claire lui demandait d'où elle venait, elle donnait des réponses vagues, contradictoires. « De Corse », disait-elle un jour. « Non, de Nice », corrigeait-elle le lendemain. Un matin,
Claire a remarqué que la dame mangeait les petits pains de la corbeille avec une faim qui faisait mal à voir. Sans réfléchir, elle a glissé un croissant dans une serviette et l'a posé discrètement sur la table. La vieille dame a levé les yeux, surprise. Claire a souri. « Vous me rappelez ma mère », a-t-elle dit simplement. Ce n'était pas tout à fait vrai. Sa mère était plus jeune, plus bavarde dans ses bons jours. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de cette femme qui touchait Claire profondément. Une solitude qu'elle reconnaissait, une fatigue qu'elle comprenait, le poids de quelque chose d'invisible qui vous écrase chaque jour un peu plus. La dame a souri pour la première fois. Un vrai sourire, qui illuminait brièvement son visage ridé. « Merci, ma petite », a-t-elle murmuré. Et puis, après un silence, elle a ajouté « Appelez-moi René ». Claire ne savait pas encore que ce n'était pas son vrai nom. Elle ne savait pas que cette femme venait d'arriver à Marseille, après des années passées cachées en Corse, sous une fausse identité. Elle ne savait pas que René se réveillait chaque nuit à 3 heures du matin, l'heure exacte où la police avait frappé à sa porte en 1944. Elle ne savait pas que cette femme portait le nom d'un homme que toute la France avait appris à craindre. Ce que Claire ne pouvait pas deviner, c'est que René Delcourt était la mère d'Henri Delcourt, le chef d'une des plus puissantes réseaux de contrebande et d'extorsion qui avait contrôlé le port de Marseille entre 1940 et 1946. Les archives de la police nationale confirmaient qu'Henri avait disparu mystérieusement après la guerre, laissant derrière lui une réputation de violence et une mère brisée de honte. Pour les journaux, Henri était un monstre. Pour René, c'était le petit garçon de 6 ans qui volait des fleurs au cimetière pour les mettre dans un vase sur la table de la cuisine. « Maman, regarde comme c'est beau », disait-il avec des yeux brillants d'innocence. Elle n'avait jamais su à quel moment cet enfant tendre était devenu l'homme que tout le monde craignait. Maintenant, à 70 ans, René vivait dans une chambre minuscule au 5e étage d'un immeuble sans ascenseur. Elle avait été expulsée de son premier logement quand la propriétaire avait découvert son nom de famille. Elle mangeait 1 fois par jour, parfois moins. Elle économisait chaque sou dans une boîte en fer, non pas pour elle, mais pour le jour où quelqu'un d'autre en aurait besoin. Et puis, il y avait ce café. Ce petit café bruyant où une jeune serveuse lui souriait chaque matin, comme si elle comptait vraiment. René avait compris que Claire ne connaissait pas son secret. Personne à Marseille ne savait qui elle était vraiment. C'était sa dernière chance de mourir en paix, sans être jugée, sans porter le poids du nom de son fils. Mais chaque soir, quand elle rentrait dans sa chambre froide, René touchait l'anneau qu'elle portait au doigt depuis 40 ans. C'était Henri qui le lui avait donné, juste avant de disparaître. « Si un jour tu trouves quelqu'un qui te traite avec bonté sans savoir qui tu es, avait-il dit, donne-lui ceci. C'est ma façon de dire pardon. » René avait pleuré cette nuit-là. Elle pleurait encore parfois, en silence, quand le monde dormait. Mais maintenant, pour la première fois depuis des années, elle commençait à croire qu'elle avait peut-être trouvé cette personne. Cette jeune serveuse qui lui apportait des croissants cachés. Cette fille qui disait qu'elle lui rappelait sa mère. Cette Claire qui souriait même quand on voyait bien qu'elle était épuisée. Ce que ni l'une ni l'autre ne savaient, c'est qu'il leur restait moins d'1 mois ensemble. Qu'une photographie allait être prise. Et que cette image allait changer le cours de 2 vies pour toujours. Mars arrivait avec ses matins plus doux et ces après-midi où le soleil réchauffait enfin les pierres froides de Marseille. Claire se surprenait à attendre l'arrivée de René chaque matin. C'était devenu un rituel. 9 heures. La porte qui s'ouvrait lentement. La silhouette noire qui traversait le café. Le même sourire timide. Le même café sans sucre. Mais quelque chose changeait entre elles. Une familiarité tranquille s'installait, faite de silence confortable et de regards qui disaient plus que les mots. Claire avait commencé à mettre de côté un croissant chaque matin, le cachant sous un linge propre, jusqu'à l'arrivée de René. Elle le payait de sa poche, sur son maigre salaire qui suffisait à peine à couvrir les dettes qui s'accumulaient. L'électricité avait été coupée 2 fois ce mois-là. Le pharmacien refusait maintenant de lui faire crédit pour les médicaments de sa mère. Pourtant, chaque fois qu'elle voyait René manger ce croissant avec une reconnaissance qui lui serrait le cœur, Claire savait qu'elle ne pouvait pas faire autrement.
Il y avait quelque chose dans cette vieille dame qui touchait une corde profonde en elle. Une tristesse partagée peut-être, ou simplement la reconnaissance entre deux femmes qui survivaient dans un monde qui ne leur laissait pas beaucoup de place. Un après-midi, alors que le café était presque vide, Renée s'est mise à parler. Pas beaucoup, juste quelques phrases, comme si les mots lui coûtaient. Elle a parlé de son enfance à Paris, des hivers froids dans un appartement sans chauffage, d'un mari mort trop jeune. Les récits démographiques de l'époque confirmaient que la plupart des femmes âgées de Marseille étaient veuves, orphelines de guerre, ou les deux à la fois. Claire écoutait en repliant des serviettes. Elle ne posait pas de questions. Elle sentait que Renée lui offrait quelque chose de précieux, quelque chose qu'elle ne donnait à personne d'autre. Des petits morceaux de vérité, mélangés à des mensonges nécessaires. « Vous avez des enfants, Madame Renée ?» a demandé Claire doucement. Le silence qui a suivi a duré trop longtemps. Claire a levé les yeux et a vu que Renée était devenue très pâle. Ses mains tremblaient autour de la tasse de café. « Oui » a-t-elle finalement murmuré. « Un fils. Mais il est parti. Il y a longtemps. » Claire a hoché la tête. Elle n'a pas demandé où il était allé. Elle voyait bien que cette question faisait mal. À la place, elle a dit « Je suis sûre qu'il pensait à vous. Les fils pensent toujours à leur mère, même quand ils sont loin. » Renée a souri, mais c'était un sourire brisé. « Vous êtes gentille, ma petite, trop gentille pour ce monde. » Ce que Claire ne savait pas, c'est que ce fils dont Renée parlait avec tant de douleur était Henri Delcourt, l'homme dont le nom faisait encore trembler certains vieux dockers du port. Les journaux locaux comme La Provence avaient couvert ses activités criminelles entre 1945 et 1950. Extorsion, contrebande, violence. Les rapports de police décrivaient un réseau qui contrôlait tout le trafic portuaire, qui faisait disparaître ceux qui parlaient de trop, qui vivaient dans l'ombre et la peur. Mais pour Renée, Henri restait le garçon de 6 ans qui courait dans les rues avec des fleurs volées. Le jeune homme de 18 ans qui l'embrassait sur le front avant de partir travailler. Même quand les journaux avaient commencé à parler de lui. Même quand les voisins avaient cessé de la saluer. Même quand elle avait dû fuir Paris pour se cacher en Corse. Renée n'avait jamais cessé de l'aimer. C'était son fardeau. Aimer quelqu'un que le monde entier détestait. Porter le nom d'un criminel tout en se souvenant d'un enfant innocent. Elle se réveillait chaque nuit à 3 heures du matin, l'heure exacte où la police était venue frapper à sa porte en 1944. Henri n'était pas là cette nuit-là. Il ne reviendrait jamais. 2 ans plus tard, il disparaissait sans laisser de traces, emportant avec lui toutes les réponses que Renée aurait voulu avoir. Les jours passaient au café du midi. Claire remarquait de petites choses. La façon dont Renée volait discrètement un pain de la corbeille, quand elle pensait que personne ne regardait. Claire faisait semblant de ne rien voir. Elle comprenait la faim. Elle comprenait la honte de ne pas avoir assez. Un soir, après sa journée de travail, Claire est rentrée chez elle pour trouver sa mère en pleine crise. Les délires étaient de plus en plus fréquents. Sa mère ne la reconnaissait plus toujours. Elle appelait des noms de personnes mortes depuis longtemps. Claire l'a tenue dans ses bras jusqu'à ce que le calme revienne, chantant les mêmes chansons que sa mère lui avait apprises quand elle était petite. Cette nuit-là, épuisée, Claire a pleuré pour la première fois depuis des mois. Elle a pleuré de fatigue. Elle a pleuré de peur. Et elle a pleuré parce qu'une part terrible d'elle-même souhaitait parfois que sa mère parte enfin, pour qu'elle puisse être libre. Cette pensée la remplissait d'une culpabilité si lourde qu'elle avait du mal à respirer. Le lendemain matin, Renée a immédiatement remarqué les yeux rouges de Claire. Sans dire un mot, elle a glissé quelque chose sur le comptoir. C'était un petit billet plié. Claire l'a ouvert plus tard et a trouvé 20 francs et quelques mots tracés d'une écriture tremblante. Pour les médicaments. Ne refusez pas. Claire a fondu en larmes. Elle est allée voir Renée, qui sirotait son café près de la fenêtre. « Madame, je ne peux pas accepter. C'est trop. » Renée a posé sa main ridée sur celle de Claire. « Si, ma petite. Vous pouvez. Parce que vous m'avez donné quelque chose que personne ne m'a donné depuis très longtemps. Vous m'avez traité comme si j'étais quelqu'un qui comptait. Ce jour-là, quelque chose a changé entre elles. Ce n'était plus seulement une serveuse et une cliente.
C'étaient deux femmes qui se reconnaissaient dans leur solitude. Deux âmes fatiguées qui trouvaient un peu de réconfort dans la présence de l'autre. Mars avançait. Les jours s'allongeaient. Claire payait ses dettes petit à petit avec l'argent que René avait insisté pour lui donner. Sa mère avait eu quelques bons jours où elle reconnaissait sa fille et lui souriait avec tendresse. Le patron du café avait même fait un compliment rare à Claire sur son travail. C'étaient de petites victoires, mais elles comptaient. Renée, de son côté, semblait plus légère. Elle souriait plus souvent. Elle parlait un peu plus. Un jour, elle a même ri vraiment, quand un client arrogant a renversé son café sur lui-même en gesticulant. Claire et elle ont échangé un regard complice, et quelque chose d'aussi simple qu'un rire partagé a semblé guérir une partie de la douleur qu'elles portaient toutes les deux. Mais Renée savait que le temps lui était compté. Elle le sentait dans son corps fatigué, dans son cœur qui battait trop vite parfois, dans ce poids constant sur sa poitrine. Elle touchait souvent l'anneau à son doigt, celui qu'Henri lui avait laissé. Le moment approchait. Elle allait bientôt devoir le donner à Claire. Sa façon de dire merci. Sa façon de dire pardon. Au nom d'un fils qui ne pourrait jamais le faire lui-même. Ce que ni Claire ni René ne savaient, c'est qu'un homme observait le café depuis plusieurs jours. Un homme au visage marqué par une cicatrice au menton, qui buvait son café debout près du comptoir et écoutait attentivement. Julien connaissait René Delcourt depuis longtemps. Il avait travaillé pour son fils. Et maintenant, il veillait sur elle de loin, comme Henri lui avait demandé avant de disparaître. Julien voyait ce qui se passait entre la vieille dame et la jeune serveuse. Il voyait la bonté dans les yeux de Claire. Et il savait que bientôt, très bientôt, cette fille au cœur pur allait découvrir un secret qui changerait sa vision du monde pour toujours. Le 14 mars 1952 commença comme tous les autres matins. Claire arriva au café à 6 heures, comme elle le faisait 6 jours par semaine depuis 12 ans. L'air sentait le café fraîchement moulu et le pain chaud du boulanger voisin. Elle prépara les tables, aligna les tasses, mit de côté le croissant habituel pour René. À 9 heures précises, la porte s'ouvrit. René entra, vêtu de sa robe noire habituelle, son foulard de soie noué autour du cou. Mais Claire remarqua quelque chose de différent dans son regard ce matin-là. Une tristesse plus profonde peut-être, ou une résignation tranquille, comme si René avait pris une décision importante. « Bonjour, Madame René », dit Claire avec son sourire habituel. « Votre café arrive tout de suite. » René sourit faiblement et s'assit près de la fenêtre. Elle sortit de son sac un petit carnet et commença à écrire quelque chose. Des mots que personne ne lirait jamais. Des pensées qu'elle gardait pour elle seule. Claire avait remarqué ce carnet plusieurs fois. Elle ne demandait jamais ce que René écrivait. Certains secrets méritèrent d'être respectés. La matinée passa lentement. Les dockers entraient et sortaient. Les habitués prenaient leur café debout au comptoir. Un marin italien essayait de parler à Claire dans un français approximatif. Elle avait appris 3 mots d'italien juste pour lui, et il souriait chaque fois qu'elle les utilisait. Ces petits moments de connexion humaine étaient ce qui rendait ces journées supportables. Puis, vers 14 heures, 2 hommes sont entrés avec du matériel photographique. Des appareils lourds, des trépieds, des flashs au magnésium. Le patron du café les a accueillis avec enthousiasme. C'étaient des photographes de Paris Match, expliqua-t-il aux serveuses. Il faisait un reportage sur les femmes travailleuses de France. Les registres de France Presse confirmaient que ce genre de reportage était courant en 1952, documentant le quotidien urbain pour les magazines nationaux. Claire sentit son estomac se nouer. Elle n'aimait pas être photographiée. Elle se sentait laide dans son uniforme taché de graisse, avec ses cheveux qui sentaient la friture et ses mains rougies par l'eau chaude. Mais le patron insistait. « C'est bon pour le café », disait-il. « C'est de la publicité gratuite. » Les photographes ont commencé à installer leur matériel. Ils voulaient une photo authentique, expliquait-il. Les serveuses dans leur environnement naturel. Rien de posé, rien d'artificiel. Juste la vie telle qu'elle était. Claire regardait René, qui observait toute l'agitation avec une expression indéchiffrable. Elle avait l'air si seule, assise près de sa fenêtre, pendant que tout le monde s'activait autour d'elle. Sans réfléchir,
Claire s'est approchée. « Madame Renée, venez avec nous pour la photo. » Renée a levé les yeux, surprise. « Non, ma petite, je ne suis personne. Cette photo est pour vous, les jeunes travailleuses. » Claire s'est agenouillée près de sa chaise. « Vous n'êtes pas personne. Pas pour moi. S'il vous plaît, venez. Ça me ferait tellement plaisir. » Renée a regardé Claire longuement. Dans ses yeux fatigués, Claire voyait tant de choses qu'elle ne comprenait pas. De la gratitude, de la douleur, et quelque chose qui ressemblait à de la paix. Finalement, Renée a hoché la tête. Les photographes ont organisé la scène. Les 4 serveuses du café devaient se tenir ensemble près du comptoir. Claire, Sophie, Marie et la petite Jeanne qui n'avait que 19 ans. Elles se sont mises en place, ajustant leurs uniformes, lissant leurs cheveux. Le photographe voulait quelque chose de naturel, de vivant. « Souriez, mesdames. Montrez-moi la vie dans ce café. » Claire a tendu la main vers Renée. « Venez, madame. Mettez-vous au milieu. » Renée s'est levée lentement, s'appuyant légèrement sur le bras de Claire. Elle s'est placée parmi les jeunes femmes, comme une grand-mère entourée de ses petites filles. Sa robe noire contrastait avec les uniformes blancs des serveuses. Son visage ridé contrastait avec leurs joues fraîches. Mais il y avait quelque chose de beau dans cette image, quelque chose qui parlait de génération, de temps qui passe, de vie qui continue. Le photographe a levé son appareil. Il a pris son temps, ajustant la lumière, vérifiant l'angle. Les techniques photographiques de l'époque nécessitaient des poses maintenues, les appareils grand format exigeant plusieurs secondes d'exposition. « Prête, mesdames », a dit le photographe. Un beau sourire maintenant. Claire a senti la main de Renée trembler légèrement contre son bras. Elle lui a pressé doucement la main, un geste de réconfort. Renée lui a jeté un regard, et dans ce regard, Claire a vu quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Une reconnaissance profonde, un amour silencieux. Une gratitude qui dépassait les mots. Le flash a éclaté. La lumière du magnésium a rempli la pièce pendant une fraction de seconde, capturant ce moment pour l'éternité. 4 jeunes serveuses souriantes. Une vieille dame au milieu d'elles, avec un sourire timide qui illuminait son visage ridé. Un instant de vie ordinaire dans un café ordinaire de Marseille. Ce que personne ne pouvait voir sur cette photographie, c'étaient les larmes qui brillaient dans les yeux de Renée. Ce que personne ne pouvait deviner, c'était que cette vieille dame portait le nom d'un des criminels les plus recherchés de France. Que son fils avait terrorisé ce même port pendant des années. Qu'elle vivait cachée depuis 8 ans, changeant de nom, fuyant son passé. « Merci, ma petite », a murmuré Renée à l'oreille de Claire. « Merci pour tout. » Il y avait quelque chose de définitif dans ces mots. Quelque chose qui ressemblait à un adieu. Mais Claire n'a pas compris. Elle a souri, pressé encore la main de Renée, et est retournée à son travail. Les photographes ont pris quelques autres clichés, puis ont remballé leur matériel. Ils reviendront chercher les noms de tout le monde dans quelques jours, ont-ils dit, pour les légendes de la photo. Le reportage paraîtrait la semaine suivante dans le magazine. Renée est restée au café plus longtemps que d'habitude ce jour-là. Elle a bu 3 cafés, lentement, comme si elle voulait faire durer le moment. Elle regardait Claire aller et venir entre les tables, son carnet ouvert devant elle, écrivant parfois quelques mots d'une main tremblante. À 17 heures, elle s'est levée pour partir. Claire l'a accompagnée jusqu'à la porte. « Prenez soin de vous, Madame Renée. À demain. » Renée s'est arrêtée sur le seuil. Elle a regardé Claire avec une intensité qui a mis la jeune femme mal à l'aise. Puis, sans un mot de plus, elle est partie dans la rue d'Aubagne, sa silhouette noire se fondant dans la foule du port. Ce que Claire ne savait pas, c'est que Renée rentrait dans sa chambre minuscule au 5e étage. Qu'elle montait les escaliers lentement, sa main sur son cœur qui battait trop vite. Qu'elle s'asseyait sur son lit étroit et sortait de son sac le carnet dans lequel elle avait écrit toute la journée. Sur la dernière page, elle avait tracé quelques lignes d'une écriture de plus en plus tremblante. Pour celle qui m'a vue comme une mère, pas comme un monstre. Pour celle qui m'a donné de la dignité quand je pensais l'avoir perdue pour toujours. Pour Claire, qui sourit même quand le monde est lourd.
Renée a retiré l'anneau qu'elle portait au doigt depuis 40 ans. L'anneau qu'Henri lui avait donné avant de disparaître. Elle l'a enveloppé dans le papier où elle avait écrit ses derniers mots. Puis elle l'a mis dans une enveloppe sur laquelle elle a écrit d'une main tremblante « Pour Claire Morel, Café du Midi, rue d'Aubagne ». À 20h, Renée Delcourt, 70 ans, anciennement de Paris, mère d'Henri Delcourt, a ressenti une douleur violente dans la poitrine. Elle s'est effondrée sur le sol de sa chambre, l'enveloppe serrée contre son cœur. Une voisine a entendu le bruit de sa chute et a appelé les secours. L'ambulance l'a emmenée à l'Hôtel-Dieu de Marseille, le principal hôpital public de la ville. Les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient, mais le mal était fait. Un infarctus massif, ont-ils diagnostiqué. Les registres hospitaliers de l'époque confirmaient que ce type de mort soudaine était fréquent chez les personnes âgées, vivant dans la pauvreté et l'isolement. Avant de perdre conscience, Renée a réussi à parler à l'infirmière de nuit. « Donnez ça à la fille du café », a-t-elle murmuré en lui tendant l'enveloppe. « Celle qui sourit toujours. Dites-lui que je l'aimais comme une fille. » L'infirmière a pris l'enveloppe, promettant de la livrer. Renée a fermé les yeux. Sur son visage, malgré la douleur, il y avait quelque chose qui ressemblait à un sourire. À 22h30, elle est morte, seule dans une chambre d'hôpital, mais en paix pour la première fois depuis des années. Le lendemain matin, Claire est arrivée au café à 6h comme d'habitude. Elle a préparé les tables, mis de côté le croissant pour Renée. À 9h, elle a regardé la porte avec anticipation. Renée était toujours ponctuelle. Mais ce matin-là, la porte ne s'est pas ouverte. Claire a travaillé toute la matinée avec une inquiétude grandissante. Ce n'était pas normal. Renée venait tous les jours depuis des semaines. Elle a demandé aux autres serveuses si elles savaient où habitait la vieille dame. Personne ne savait. Elle a demandé au patron. Il a haussé les épaules. « C'est juste une cliente », a-t-il dit. Elles vont et viennent. Mais Claire savait que Renée n'était pas juste une cliente. Elle était devenue quelque chose de plus, une présence réconfortante, une amie silencieuse, quelqu'un qui comptait. À 14h, un jeune homme est entré dans le café. Il portait l'uniforme blanc d'un aide-soignant. Il cherchait Claire Morel. Le patron l'a dirigé vers elle. Claire a senti son estomac se nouer en voyant l'expression grave sur son visage. « Mademoiselle Morel, je viens de l'Hôtel-Dieu. Il y a eu une urgence hier soir. Une dame âgée. Elle a demandé qu'on vous remette ceci. » Il lui a tendu une enveloppe froissée, tachée de ce qui ressemblait à du sang séché. Claire l'a prise avec des mains tremblantes. « Comment va-t-elle » a-t-elle demandé, même si elle connaissait déjà la réponse en voyant les yeux du jeune homme. « Je suis désolée, mademoiselle. Elle est décédée hier soir vers 22h30. Un infarctus. Ses derniers mots étaient pour vous. Elle a dit qu'elle vous aimait comme une fille. » Le monde de Claire s'est arrêté. Elle a entendu le bruit du café autour d'elle, les voix, les tasses qui s'entrechoquent, mais tout semblait venir de très loin. Elle a serré l'enveloppe contre sa poitrine, incapable de parler. Le jeune homme a ajouté doucement « Elle avait l'air en paix, mademoiselle. Si ça peut vous consoler. » Elle souriait presque quand elle est partie. Après son départ, Claire a demandé à prendre sa pause. Elle est sortie dans la ruelle derrière le café, là où personne ne pouvait la voir. Et pour la première fois depuis des années, elle a pleuré librement. Pas seulement pour Renée, mais pour tout. Pour sa mère mourante. Pour sa jeunesse perdue. Pour sa solitude. Pour toutes ces femmes comme elle qui travaillaient jusqu'à l'épuisement et mouraient seules dans des chambres froides. Quand elle a enfin pu respirer à nouveau, Claire a ouvert l'enveloppe avec des doigts tremblants. À l'intérieur, il y avait un anneau en or simple, un peu usé, et un petit papier plié. L'écriture était tremblante, presque illisible par endroits, mais Claire a lu chaque mot avec une attention douloureuse. Pour celle qui m'a vue comme une mère, pas comme un monstre. Pour celle qui m'a donné de la dignité, quand je pensais l'avoir perdue pour toujours. Pour Claire, qui sourit même quand le monde est lourd. Gardez cet anneau comme preuve qu'il existe encore de la bonté dans ce monde. Que Dieu vous bénisse, ma petite. Renée. Claire a tenu l'anneau dans sa paume,
les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle ne comprenait pas le message. Pourquoi Renée parlait-elle de monstre? Pourquoi ces mots étranges sur la bonté et la dignité? Mais elle sentait le poids de quelque chose de plus grand qu'elle ne pouvait saisir. Alice retournait travailler, mettant l'anneau dans la poche de son tablier. Le reste de la journée a passé dans un brouillard. Elle souriait mécaniquement aux clients, servait les cafés, nettoyait les tables. Mais son esprit était ailleurs, avec une vieille dame qu'elle avait à peine connue, mais qui avait touché son cœur d'une façon qu'elle ne pouvait expliquer. Le soir, en fermant le café, Claire a remarqué un homme assis seul à une table du fond. Il était là depuis plusieurs heures, sirotant le même café froid. Grand, peut-être 50 ans, avec une cicatrice qui traversait son menton et des yeux qui avaient vu trop de choses. Il portait un costume sombre, impeccablement coupé, mais qui avait connu des jours meilleurs. Quand tous les autres clients sont partis, l'homme s'est levé et s'est approché du comptoir. « Mademoiselle Morel », a-t-il dit d'une voix grave. « Je peux vous parler un moment. C'est au sujet de Madame Delcourt. » Claire a levé les yeux, surprise. Delcourt. Ce n'était pas le nom que Renée avait donné. Elle s'était toujours présentée simplement comme Renée, sans nom de famille. « Vous la connaissiez ?» a demandé Claire. L'homme a hoché la tête. « Oui, depuis très longtemps. Je m'appelle Julien Marchand. J'étais un associé de son fils, avant qu'il ne disparaisse. Le patron du café était parti. Ils étaient seuls. Julien a regardé autour de lui, comme pour s'assurer que personne n'écoutait. Puis il s'est penché vers Claire. « Ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer, mademoiselle. Mais Madame Delcourt voulait que quelqu'un sache la vérité. Et je crois que ce quelqu'un, c'est vous. » Claire sentait son cœur battre plus vite. « De quoi parlez-vous » Julien a pris une profonde inspiration. Renée Delcourt était la mère d'Henri Delcourt. Vous connaissez ce nom? Claire a secoué la tête. Les archives de la police nationale confirmaient que le nom d'Henri Delcourt avait dominé les pages de faits divers entre 1945 et 1950. Mais pour une jeune serveuse qui travaillait 12 heures par jour et n'avait pas le temps de lire les journaux, ce nom ne signifiait rien. Henri Delcourt, a continué Julien, était le chef d'un des plus puissants réseaux criminels qui ait jamais contrôlé ce port. Contrebande, extorsion, violence. Les journaux l'appelaient le roi du port. La police le cherchait partout. Et puis, en 1946, il a disparu. Personne ne sait où il est allé. Certains disent qu'il est à mort, d'autres qu'il s'est enfui en Amérique du Sud. Claire écoutait, pétrifiée. Elle pensait à la vieille dame douce qui buvait son café près de la fenêtre, à ses mains tremblantes, à son sourire timide. C'était impossible. Sa mère, a poursuivi Julien, a vécu dans l'ombre de ce nom pendant des années. Les gens la traitaient comme une criminelle, elle aussi. Elle a dû fuir Paris, se cacher en Corse sous un faux nom. Elle vivait dans la honte et la peur, portant le poids de ce que son fils avait fait. « Mais pourquoi me racontez-vous ça ?» a murmuré Claire. Julien a sorti quelque chose de sa poche. Une vieille photographie en noir et blanc, jaunie par le temps. On y voyait un jeune garçon d'environ 6 ans, tenant des fleurs, souriant à l'appareil. À côté de lui, une jeune femme qui ressemblait à Renée, des décennies plus jeune, avec le même regard doux. « C'était Henri », a dit Julien, « avant que tout change. Avant qu'il devienne ce qu'il est devenu. Renée n'a jamais oublié ce garçon-là. Pour elle, il était toujours cet enfant innocent qui lui apportait des fleurs. Claire a pris la photo avec des mains tremblantes. Elle voyait maintenant la ressemblance dans les yeux. La même tristesse qu'elle avait vue chez Renée. « Avant de disparaître, » a continué Julien, Henri m'a confié une mission. Veiller sur sa mère de loin. M'assurer qu'elle ne manquait de rien. Et me charger de trouver la personne à qui elle donnerait cet anneau que vous portez maintenant dans votre poche. Claire a sursauté. « Comment savez-vous » Julien a souri tristement. « Parce que je vous observe depuis des semaines, mademoiselle. J'ai vu comment vous traitiez Renée. Avec bonté, sans jugement, sans savoir qui elle était. Et j'ai vu comment elle changeait en votre présence. Pour la première fois depuis des années,
Elle souriait vraiment. Elle avait trouvé ce qu'Henri voulait qu'elle trouve. « Quoi donc ?» a demandé Claire, la voix brisée. « La preuve qu'il y a encore de la bonté dans ce monde. La preuve que son fils, malgré tout ce qu'il avait fait, avait eu raison sur une chose, qu'il existait encore des gens capables de voir l'amour là où le monde ne voyait que la honte. » Claire a pleuré alors, des larmes silencieuses qui coulaient sans qu'elle puisse les arrêter. Elle comprenait maintenant les mots étranges dans la lettre de René, le poids qu'elle portait, la gratitude dans ses yeux. Cette femme avait vécu dans la culpabilité et l'isolement pendant des années, et Claire, sans le savoir, lui avait donné quelque chose de précieux. La dignité, le respect, l'amour simple d'une fille pour une mère. « Que dois-je faire de l'anneau ?» a finalement demandé Claire. « Le garder », a répondu Julien. « C'est le dernier cadeau d'une mère à son fils, transmis par lui à quelqu'un qui le méritait. Ne le portez pas si vous ne le souhaitez pas. Mais gardez-le comme preuve qu'il existe encore de l'humanité, même dans les endroits les plus sombres. » La semaine suivante, la photographie est parue dans Paris Match, une double page consacrée aux femmes travailleuses de France. Le titre était simple mais puissant. Les visages du courage, portrait des travailleuses de Marseille. Sur l'image, 4 jeunes serveuses souriaient à l'appareil, leurs uniformes blancs impeccables malgré les longues heures de travail. Et au centre, presque cachée entre elles, une vieille dame vêtue de noir, avec un sourire timide qui illuminait son visage ridé. Claire a acheté 3 exemplaires du magazine. Un pour elle. Un qu'elle a envoyé à l'hôpital où sa mère était maintenant soignée à temps plein, les médicaments payés grâce à l'argent que René lui avait donné. Et un qu'elle a gardé précieusement, sans vraiment savoir pourquoi. Les gens venaient au café pour voir la photo. Le patron était ravi de la publicité. Les autres serveuses riaient en se voyant dans le magazine. Mais Claire regardait seulement René, ce visage serein entouré de jeunesse, et elle sentait son cœur se serrer. Personne d'autre ne savait qui était vraiment cette femme. Personne ne savait le poids qu'elle avait porté. Et Claire a décidé que personne ne le saurait jamais. Julien est revenu au café quelques jours plus tard. Il lui a apporté une petite boîte en bois. À l'intérieur, il y avait des lettres, des photographies, des souvenirs d'une vie que René avait cachée pendant des années, des preuves de qui avait été Henri avant de devenir le criminel que tout le monde craignait. Un garçon qui aimait les fleurs, un jeune homme qui embrassait sa mère sur le front, un fils qui, malgré tout ce qu'il était devenu, avait gardé assez d'humanité pour vouloir que sa mère trouve la paix. « Vous devriez avoir ceci », a dit Julien. « René aurait voulu que vous compreniez que les monstres ne naissent pas monstres, que derrière chaque vie brisée, il y a eu un moment où l'innocence existait encore. » Claire a pris la boîte, mais elle ne l'a pas ouverte tout de suite. Elle avait besoin de temps pour digérer tout ce qu'elle avait appris, pour réconcilier l'image de la douce Renée avec la réalité de qui elle était vraiment, la mère d'un criminel, une femme qui avait aimé quelqu'un que le monde entier détestait. Les mois ont passé. L'été est arrivé, apportant avec lui la chaleur étouffante du port de Marseille. La mère de Claire est décédée en juillet, paisiblement dans son sommeil, après avoir eu quelques semaines de lucidité où elle avait pu reconnaître sa fille et lui dire qu'elle l'aimait. Claire a pleuré, mais c'étaient des larmes de soulagement, autant que de tristesse. Sa mère ne souffrait plus, et elle-même était enfin libre. Libre de quoi? Elle ne le savait pas encore. Mais une idée germait lentement dans son esprit. Une idée née des croissants qu'elle avait partagés avec René. Des petits pains volés discrètement. De la nourriture comme acte d'amour. De la gentillesse transformée en quelque chose de tangible. En septembre 1952, Claire a quitté le café du Midi. Elle a utilisé le peu d'argent que sa mère lui avait laissé, combiné avec ses économies et un petit prêt d'une banque locale, pour louer un espace minuscule près du port. 3 mois plus tard, elle ouvrait sa propre boulangerie. Elle l'a appelée « Chez René ». Les gens du quartier ont demandé qui était cette Renée. « Une tante », répondait vaguement Claire. « Quelqu'un qui m'a appris l'importance du pain partagé. » Elle ne mentait pas vraiment. Renée avait été comme une tante, une mère adoptive pendant quelques semaines précieuses.
Quelqu'un qui avait changé sa vie sans même le savoir. La boulangerie était petite mais accueillante. Claire travaillait 16 heures par jour, se levant à 3 heures du matin pour préparer le pain, restant jusqu'à la fermeture pour nettoyer. Mais c'était différent du café. C'était à elle. Et chaque miche de pain qu'elle vendait, chaque croissant qu'elle offrait à un client qui n'avait pas assez d'argent, était une façon d'honorer la mémoire de René. Au fil des années, la boulangerie a prospéré. Claire a embauché 2 employés, puis 3. Elle est devenue connue dans le quartier pour sa générosité. Si quelqu'un avait faim mais pas d'argent, il y avait toujours du pain chez René. Les documents commerciaux de la ville montrent que la boulangerie chez René est devenue une institution locale, survivant aux changements économiques et aux transformations du quartier. Claire n'a jamais porté l'anneau que René lui avait laissé. Elle le gardait dans une petite boîte sur une étagère de la boulangerie, avec la photographie de Paris Match soigneusement découpée et encadrée. Avec le temps, elle a ajouté d'autres photos. René jeune, tenant son fils enfant. Henri à 6 ans avec ses fleurs volées. Des images d'une vie avant que tout ne s'effondre. En 1955, elle a accroché la photographie du magazine au mur principal de la boulangerie. Elle l'a entourée de fleurs séchées, des marguerites et des roses, comme celles qu'Henri apportait à sa mère quand il était petit. Et en dessous, sur une petite plaque en cuivre, elle a fait graver une inscription en français qui disait simplement « Pour ceux qui ont aimé assez fort pour regretter ». Les clients demandaient parfois ce que cela signifiait. Claire souriait et disait « C'est pour nous rappeler que tout le monde mérite une seconde chance, que personne n'est seulement la pire chose qu'il a faite, que l'amour existe même dans les endroits les plus sombres. Les années ont passé. Claire ne s'est jamais mariée. Elle a eu des propositions, bien sûr. Des hommes bons qui voyaient en elle une femme forte et gentille. Mais elle avait trouvé sa vocation dans cette boulangerie, dans ces miches de pain qu'elle préparait chaque matin, dans ses clients qui devenaient comme une famille. En 1987, un journaliste local est venu pour faire un article sur les commerces historiques de Marseille. Il a remarqué la photographie sur le mur. « C'est une belle image », a-t-il dit. Qui était cette dame en noir? Claire, maintenant âgée de 61 ans, les cheveux gris, mais les yeux toujours doux, a regardé la photo avec une tendresse qui n'avait pas diminué avec le temps. « C'était quelqu'un qui m'a appris quelque chose d'important », a-t-elle répondu. « Que la bonté n'a pas besoin de nom, que nous ne savons jamais vraiment ce que portent les gens autour de nous, et que parfois, les plus petits gestes peuvent sauver une vie. » Le journaliste a voulu en savoir plus. Mais Claire a secoué la tête. « Certaines histoires méritent de rester privées, » a-t-elle dit. « Certaines personnes méritent de mourir avec leur dignité intacte. » L'article est paru sans mention de René, simplement une photo de Claire devant sa boulangerie, avec en arrière-plan l'image encadrée d'un moment capturé 35 ans plus tôt. Claire a vécu jusqu'en 2006. Elle avait 80 ans quand elle est morte, paisiblement dans son sommeil, dans le petit appartement au-dessus de la boulangerie. Elle avait passé 54 ans à faire du pain, 54 ans à nourrir les gens du quartier, 54 ans à se souvenir d'une vieille dame qui lui avait appris que l'humanité pouvait survivre même dans les cœurs brisés. Dans son testament, elle a laissé la boulangerie à ses employés avec une seule condition, garder le nom chez René et garder la photographie au mur. Aujourd'hui encore, en 2025, la boulangerie existe toujours, transmise de génération en génération. Les nouveaux propriétaires ne connaissent pas toute l'histoire. Ils savent seulement que cette photographie représente quelque chose d'important pour la fondatrice. Un symbole de gentillesse, disent-ils aux touristes qui demandent. Un rappel de traiter tout le monde avec dignité. La boîte avec l'anneau et les lettres de René est restée fermée pendant des années. Mais dans son testament, Claire a demandé qu'elle soit donnée à une organisation qui travaillait avec les familles de personnes incarcérées. À l'intérieur, avec l'anneau et les photographies, il y avait une dernière lettre que Claire avait écrite quelques semaines avant sa mort. Cette femme était René Delcourt, écrivait-elle. Mère d'Henri Delcourt, un homme que les journaux ont appelé un monstre. Mais pour elle, il était son fils. Et elle l'a aimé même quand le monde entier lui disait qu'elle ne devait pas. J'ai appris d'elle que l'amour d'une mère ne connaît pas de limite.
que les familles de ceux qui font le mal souffrent aussi, que nous devons traiter chaque personne comme si nous ne connaissions pas son histoire, parce que parfois, c'est la seule façon de voir leur humanité. Je n'ai jamais révélé son secret de son vivant. Je ne le révèle maintenant que pour que d'autres comprennent. Les monstres ne naissent pas monstres. Les mères ne cessent jamais d'aimer. Et parfois, la plus grande gentillesse que nous pouvons offrir est de voir les gens pour ce qu'ils sont vraiment, pas pour ce que le monde dit qu'ils sont. Cette photographie a été prise le 14 mars 1952. Quelques heures plus tard, Renée mourait en paix, sachant qu'elle avait trouvé ce que son fils voulait qu'elle trouve. La preuve qu'il existait encore de la bonté dans ce monde. Je suis reconnaissante d'avoir été cette preuve pour elle. Et j'espère que chacun de nous peut l'être pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, la photographie reste accrochée dans la boulangerie chez Renée, près du vieux port de Marseille. Les clients entrent pour acheter du pain, et certains s'arrêtent pour regarder l'image de ces 4 jeunes serveuses et d'une vieille dame qui sourit timidement au milieu d'elles. Ils ne connaissent pas son histoire. Ils ne savent pas qui elle était vraiment. Et peut-être que c'est mieux ainsi, parce que cette photographie n'est pas vraiment à propos de Renée Delcourt, mère d'un criminel. Elle est à propos de ce qu'a écrit Claire dans sa dernière lettre, que chaque personne mérite d'être vue pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle représente, que la bonté peut transformer même les plus lourds fardeaux, et que l'amour, même imparfait, même compliqué, même condamné, reste de l'amour. Dans un monde qui juge rapidement et pardonne lentement, cette photographie reste un rappel silencieux. Un rappel que nous ne savons jamais vraiment ce que portent les gens autour de nous. Que les plus petits gestes de gentillesse peuvent sauver des vies d'une façon que nous ne saurons jamais. Et que parfois, voir quelqu'un vraiment, simplement les voir et les traiter avec dignité, est le plus grand cadeau que nous puissions offrir. Claire Morel l'a compris en 1952, quand elle a offert un croissant à une vieille dame solitaire. Et cette compréhension a changé 2 vies pour toujours. L'une a trouvé la paix, l'autre a trouvé son but. Et entre elles, dans ce moment capturé par un flash de magnésium, un après-midi de mars, il y a une vérité qui résonne encore aujourd'hui. Il n'y a pas de monstres, seulement des cœurs fatigués qui cherchent un peu de repos. Et si nous avons de la chance, nous trouverons quelqu'un assez courageux pour nous voir vraiment, au-delà de nos erreurs, au-delà de nos regrets, au-delà de tout ce que le monde dit que nous sommes. Quelqu'un qui nous offrira un croissant et un sourire, et qui nous traitera comme si nous méritions encore d'exister. C'est ce que Renée a trouvé dans Claire, c'est ce que Claire a donné à Renée, et c'est le plus beau cadeau que nous puissions nous offrir les uns aux autres, la dignité, le respect, l'humanité simple de voir et d'être vue. Cette photographie le prouve. Elle l'a toujours prouvé. Elle le prouvera toujours. Avant de conclure, souvenons-nous que cette histoire fictionnelle nous rappelle une vérité universelle. La bonté peut traverser la honte, la pauvreté et même l'héritage du crime. Un simple geste, un croissant partagé, un regard bienveillant, peut rendre à quelqu'un la dignité qu'il croyait perdue. Il ne s'agit pas seulement de Renée ou de Claire, il s'agit de nous tous, de notre capacité à voir l'humain derrière les fautes, à offrir un peu de lumière à ceux qui vivent dans l'ombre. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Claire? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont la douceur a changé votre façon de voir le monde? Croyez-vous qu'on puisse vraiment pardonner le passé d'autrui quand on en ignore les blessures? Si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez le mot « humanité » dans les commentaires, pour que je sache que cette histoire vous a touché. Dites-moi aussi de quelle ville vous nous regardez. Peut-être qu'un souvenir de votre famille ou de vos ancêtres pourrait inspirer une prochaine histoire du canal. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, d'activer la cloche et de partager ce récit avec quelqu'un qui croit encore à la bonté. Et surtout, cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir une nouvelle histoire qui, elle aussi, pourrait parler un peu de vous.